Alors, bonjour à toutes et à tous, à toutes celles et ceux qui nous suivent en direct, bonjour à vous, qui êtes ici en présentiel, comme on dit par ailleurs. C'est aujourd'hui la suite de notre cours, alors dont dans les termes génériques sont Talmud Torah des adultes, adultes et étudiants, par opposition à nos bambins qui gambadent non loin d'ici, Talmud Torah des enfants. Donc vous n'avez pas entre 6 et 12 ans, vous avez un peu plus de 12 ans, on ne précisera rien de ce genre. Néanmoins, nous sommes heureux de partager avec vous cette formation concrète à la vie juive, à l'instar de tous les savoirs que l'on véhicule toute la vie, qu'on utilise toute la vie, il y a besoin toujours d'une formation continue. Et l'objectif général, la finalité même, et c'est le sous-titre de notre support, celui-là même qui a été mis en ligne, est de dédramatiser. D'accord, de montrer par la connaissance, en fait, que la pratique est facile, qu'elle est aisée, que c'est une petite gymnastique, certes, mais que grâce à la connaissance, on peut, d'une part, hiérarchiser les informations, tout n'est pas urgent et grave immédiatement, et aussi, d'autre part, que fort de cette connaissance, on peut avoir une vie sociale harmonieuse et ne pas pratiquer l'anathème ou le repli sur soi parce qu'on est dans une certaine pratique. Donc pour que cette pratique soit vecteur d'harmonie intérieure et extérieure, disons les choses ainsi, notre titre c'est Easy Kosher dans la langue de Shakespeare. Je ne sais même pas si c'est correct d'ailleurs, je parle tellement bien anglais que j'ai des doutes. La dernière fois nous avions introduit simplement et aborder la première partie. Je vais y revenir sommairement, parce que pour la plupart d'entre vous n'étiez pas là, et ça permettra à ceux qui sont présents sur le groupe d'avoir également ce contenu. Je ne suis pas certain qu'il l'ait eu. Avant de commencer, je remercie Agnès qui nous a très gentiment prêté ce livre pour que nous puissions vous le montrer. Je suis en train de rédiger une bibliographie. Une biblio pour que vous puissiez disposer des ouvrages que nous vous recommandons, parce qu'il y a plein d'ouvrages, il y a pléthore d'ouvrages sur la cache-route. Certains sont épais, parfois très techniques, et évidemment on se perd. Nous, on essaie de vulgariser, et ce n'est pas un vilain mot, bien au contraire. Et donc, un ouvrage qui n'est pas trop épais et qui est bien fait, on a rarement fait aussi simple et précis, c'est, voilà, cet ouvrage, il est rouge, il n'est pas très épais. Je le montre face caméra d'un peu près. Normalement, vous l'avez complètement à l'envers l'écriture, sauf erreur de ma part. C'est un des miracles du live Facebook. C'est aux éditions, je crois, Les Chantiers du Rabbinat. Voilà. Le titre, c'est Cache-route, guide pratique des lois alimentaires par le rabbin Wakshal. Et c'est traduit par monsieur Lionel Cohn. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est assez ancien, mais c'est fort bien rédigé. Et tous les thèmes sont à peu près abordés. Donc, de temps à autre, je me permettrai de m'y référer. Et je vous invite à vous emporter acquéreur pour approfondir nos contenus. Alors, la dernière fois, donc, nous avions fait le procès de la cache-route. Nous sommes partis de là en énumérant. Alors, je vous donne le plan de notre étude. Je l'ai un peu modifié. Tenez, je l'ai titré autrement, et j'ai rajouté une 5e partie sur les aspects contemporains. Hop là, voilà. Donc au niveau du procès de la cache-route, vous aviez pointé que la cache-route pose un problème économique, c'est cher, sans compter le problème logistique, c'est parfois pas accessible. En tout cas, c'est réputé pas accessible. Nous verrons qu'il pourrait en être autrement. Toujours sur le plan logistique, ça prend de la place, ça nécessite une organisation contraignante à l'intérieur de nos murs, dans nos cuisines. Toujours, lorsque la cache-route est sur le banc des accusés, la question de la vie sociale, ça nous met en rupture, et parfois de manière très électrique. Ensuite, problème de lisibilité de la cache-route. Il y a pléthore de labels avec des pseudo-concurrence, et ça donne l'impression d'une communauté de pratiquants qui aiment bien se morceler sur le fait de tel label je le mange, tel autre je le mange pas, sachant que
même s'il y a inégalité dans ces labels, fatalement, c'est tout aussi fatalement que notre jugement repose sur des bruits de couloir et rien d'autre. Donc comment on fait pour s'y retrouver? Voilà un des aspects difficiles. Et c'est à peu près tout ce que nous avions dit, ce qui est déjà pas mal. Donc il nous faudra résoudre, ça fait partie de nos objectifs, si la finalité est de dédramatiser, les objectifs c'est aussi incidemment de résoudre toutes ces questions que ces accusations soulèvent. En introduction de la cache-route, je ne vais pas m'étendre trop, il y avait deux thèmes d'introduction. Le premier, c'est dans notre plan, le principe de sainteté. Le second point, une part d'inexplicable. Et je commencerai par le second point, tout simplement. C'est que toutes les règles que nous allons voir ici, certaines sont dans la Torah elle-même, dans les 613 commandements, donc avec un degré d'importance, je ne dis pas de gravité, mais un degré d'importance fort. Et puis il y a aussi plein de dispositions rajoutées à l'époque de la Mishnah notamment, c'est-à-dire avant et entérinées par la Mishnah, 1er siècle, 2e siècle. C'est-à-dire que dans la tradition orale, déjà, il y a alors, hormis l'interprétation de l'information première des commandements, il y a aussi ce travail d'interprétation qui font que ce qui ressort de l'interprétation est aussi grave et la nature même du commandement. En revanche, il y a aussi des barrières qui sont placées. Le principe de précaution va opérer, va agir, déjà à l'époque de la Mishnah, et puis nous verrons aussi qu'au fil des premiers siècles de l'ère commune, il y a des mesures de type identitaire, ce qui déjà pose que tout n'est pas à mettre sur le même plan, qu'il y a des situations où nous aurons à pondérer, et attendez-vous donc à ce type de pondération, et à ne pas faire un scandale, parfois, pour des dispositions purement organisationnelles. Mais ce qui m'importait de vous dire sur ce point, c'est que les commandements eux-mêmes, les fondements de la cache-route, pour une très large part, ne comportent aucune justification dans les versets. On ne dira pas pourquoi dans la Torah, tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère, ce qui dans l'interprétation est décliné en catégories, c'est-à-dire toutes les viandes ovines et bovines, avec tous les laits d'origine ovine et bovine. Mais celui qui peut me trouver le sens de cela est bien malin. D'accord ? On est dans la catégorie de ce qu'on appelle chok, des commandements réputés inexplicables. C'est-à-dire que le lait, on peut le manger, pour le boire, on peut manger les laitages d'un côté. La viande, elle est accessible, mais les deux ensemble sont interdits. Ça, c'est assez curieux, paradoxal. Il y a bien sûr des tentatives d'explication. Les siècles de pensée juive, évidemment, ont concouru à essayer de rendre intelligible cela, mais ça ne va jamais jusqu'au détail des détails. On n'a jamais le sens qui englobe tout le commandement, y compris dans ses ramifications. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pratiquer un régime alimentaire qui n'a pas de sens, enfin qui n'a pas de sens évident et total? C'est là que j'en arrive au principe de sainteté. Il y a quand même un petit quelque chose quand la Torah s'exprime, par exemple, sur le choix des espèces. C'est un point qui arrive dans notre première partie. Toutes les espèces ne sont pas autorisées, il y a des critères, on va y revenir. Et cette distinction dans les espèces fait dire il y a deux grandes références en matière de cache-route, une dans le Lévitique, le 3e livre de la Torah, Vaïkra, et une dans le Deutéronome, le dernier livre des 5 livres de la Torah, Devarim. Et il est question, dans ces deux occurrences-là, de se séparer et d'être saint. Manger par la distinction et ainsi se distinguer. Comprendre, se distinguer des peuples. Alors, le phénomène de distinction n'est pas forcément à entendre comme un isolement, mais comme une particularité à cultiver. Alors je reviendrai sur cette notion de particularité, mais qui s'exprime en termes de sainteté. Vous serez saint, et donc vous mangerez saint, en somme. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? Vaste sujet. On pourrait, à minima, considérer qu'un objet qui est saint, un individu qui serait qualifié de saint, un lieu qui serait saint, signifie un lieu à part, un individu à part, un objet dont l'usage est à part. Peut-être un peu exclusif d'ailleurs. En tous les cas, qui se distingue de la banalité ambiante ou de la normalité entre guillemets. Je ne sais pas ce que ça voudrait dire d'ailleurs ici, normalité.
C'est-à-dire que sainteté ici serait une notion en creux, presque une notion creuse. On se distingue, mais pour en faire quoi? Et la cacheroute va, dans sa signification profonde, en tout cas dans notre cas de signification, toujours nous conduire à nous demander qu'est-ce qu'on met derrière, comment dire, qu'est-ce qu'on met derrière ces comportements, qu'est-ce qu'on met derrière cette façon de manger. D'ailleurs, dans la part d'inexplicable, la dernière fois, on s'était interrogé sur les justifications hasardeuses de la cacheroute, du type « on devient ce qu'on mange ». Vous avez sans doute entendu ce type d'adage, qui, curieusement, c'est comme ça, on a intégré ça et on voit le biais de, voilà, celui qui mange des crustacés va ressembler à un crustacé, ou des cochonnades va ressembler, que sais-je. C'est évidemment une pure absurdité, mais qui vient de très très loin. Il y a même des théories sophistiquées pour expliquer qu'on ressemble à ce qu'on mange. En même temps, le fait de manger n'est pas tout à fait neutre. Et c'est, je terminerai là-dessus l'introduction, une signification générale qui pour ma part m'avait séduit. La première loi qui apparaît dans la Torah, dans le récit de la Torah, c'est une loi qui concerne le fait de manger, ou plus exactement de ne pas manger. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est question de ne pas le manger. Alors l'homme va déformer, Adam va déformer l'information et dire à sa femme qu'il ne faut pas le toucher, d'où le problème, elle le touche, il ne se passe rien, vous connaissez la suite. Donc il l'a prise pour une cruche, résultat, il devient mortel et elle aussi. Mais passons cela, le premier commandement donc touche au registre de la mendication. Le grand rabbin Gilles Vernheim dit toujours, la mendication n'est pas neutre. C'est-à-dire que quand je mange, je m'approprie de manière la plus intime qui soit la denrée, l'aliment. Puisque par l'effet de la digestion, ce matériau se redivise en acides aminés, et ces acides aminés vont être constitutifs de mon organisme. Donc je me régénère physiquement, physiologiquement, j'ai du mal avec les adverbes un peu longs, je me régénère en mangeant. Alors, non pas que je ressemble directement à ce que j'ingère, mais en tous les cas, ce que j'ingère devient constitutif de mon organisme. Et il n'est donc pas un hasard si l'homme se voit demander de ne pas manger n'importe comment, n'importe quand, je dirais presque avec n'importe qui ou dans n'importe quelle circonstance. C'est-à-dire que s'approprier le monde, ce qui lui est demandé par ailleurs, de remplir la terre et la dominer, ne se fait pas dans l'anarchie totale de nos sensibilités, de notre sensibilité, de nos sens. Il y a une manière méthodique, au fond, de s'approprier le monde, une manière raisonnée ou raisonnable de s'approprier le monde. Voici ce que la cacheroute pourrait signifier. Et je dirais que ces réflexions, elles marchent avec tous les régimes alimentaires. Dès lors qu'on considère que tout ce qui existe n'est pas à manger, il y a des cultures qui proposent, qui prônent l'idée que tout ce qui se mange doit être mangé. Mais vous avez aussi dans l'Antiquité d'autres cultures, d'autres systèmes parfois philosophiques qui considèrent qu'on ne peut pas tout manger n'importe comment, il faut cuire plutôt que manger cru, ou bien certains légumes, certaines denrées qui sont délicates pour l'organisme nécessitent d'être écartées. Donc on n'a pas inventé la poudre avec cette affaire de cacheroute, d'accord? Sauf que ce régime alimentaire, et c'est sa part d'inexplicable, et d'essence divine, est issu de la Torah. Et donc on s'approprie le monde à la manière que la Torah aurait fixé pour nous. Voici un début d'approche de la cacheroute, mais qui ne va pas au bout des choses, bien sûr. Donc si je résume notre introduction, les commandements pour la plupart sont inexplicables, néanmoins ils visent la distinction, et on pourrait dire aussi une certaine façon de s'approprier le monde, davantage comme un être civilisé au nom de la culture que sous l'angle de la nature et de notre animalité. Même si cette distinction, culture-nature et nature reléguée à l'animalité, est un peu fumeuse, je vous l'accorde. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette reprise-là, ou c'est à peu près bon pour vous? Bien. Alors, première partie, nous allons voir toutes les règles de cacheroute qui portent sur les denrées issues du règne animal. Je garde la question de la cacheroute verte ou de la cacheroute végane pour la fin. D'accord, hein, c'est la partie que j'ai rajoutée dans le cinquième
le grand 5, les aspects contemporains qui touchent la cache-route et vie sociale, l'économie de la cache-route et la cache-route verte. Donc nous aurons à deviser sur l'assiette sans viande qui peut-être se profile devant nous. Je pourrais déjà indiquer que dans le récit biblique, Adam n'est pas habilité à tuer les animaux pour les manger. Et ça vient un peu tard, 10 générations plus tard dans le récit biblique, lorsque Noé sort de son arche, il a sauvé les animaux, il lui est permis de verser le sang pour les manger. Et à contrario, de ne pas verser le sang de l'homme sous peine que son sang à lui soit versé. Ça, c'est encore un autre sujet. Donc il y a quand même un état premier qu'on pourrait qualifier d'idéal où on ne tue pas pour manger. Néanmoins, cet état premier laisse place à un autre système. Noé peut tuer pour manger. Et plus tard, donc, après la sortie d'Égypte, il sera question pour ces Hébreux qui vont errer 40 ans dans le désert, d'abord de tuer pour sacrifier, c'est-à-dire de sacrifier les animaux pour les offrir à Dieu. Ça, c'est le système du tabernacle, du petit temple dans le désert, qui continuera sous d'autres formes ensuite. Mais à partir de là se décline le mode opératoire pour manger soi-même de la viande hors cadre du sacrifice, c'est-à-dire que ce sera le même mode d'abattage. Mais avant d'en arriver là, avant de voir comment les Hébreux, au terme de ces 40 ans, auront accès à la viande, et donc c'est notre condition aujourd'hui, il nous faut voir le point de la sélection des espèces, et pardon pour emprunter l'expression darwinienne, les espèces réputées pures ou impures, deux concepts qu'il faudra définir. Nous verrons rapidement en quoi consiste l'abattage d'Ashrita et les vérifications immédiates et quel est leur sens, disons, leur sens pratique. Et enfin, toujours au niveau des denrées issues du règne animal, la question de la cachérisation des viandes pour extirper le sang. Et c'est quelque chose qui se perd un petit peu, dans la mesure où, peut-être par commodité, les viandes sont vendues pour la plupart cachérisées, en tous les cas dans beaucoup de points de vente. Alors j'imagine que vous avez encore des notions. Comment vous cachérisez votre propre viande et en quoi ça consiste, nous verrons tout cela. Alors d'abord sur les espèces pures et impures, comme la dernière fois, et vous m'en excuserez, je vais convoquer vos connaissances. Nous allons, convoquer nos connaissances de base sur les animaux, donc quelles sont les espèces pures, c'est-à-dire accessibles, impures, inaccessibles, on va le traduire ainsi, et selon quels critères. On va peut-être commencer par les critères. Commençons par les animaux terrestres. Ceux qui ont les sabots fendus. Sabots fendus, premier critère, parfait. Donc pour les quadrupèdes, les sabots fendus. Quoi d'autre? Il y a un autre critère. Qui rumine. Il rumine, bravo. Il rumine. Bien malin celui qui peut dire pourquoi ces critères. On perçoit néanmoins que un ruminant serait par définition herbivore. Ça, c'est des points qu'il faut vraiment vérifier, surtout avec le langage contemporain. Mais on imagine mal un ruminant être un carnassier. Et ça indiquerait que les espèces retenues sont plutôt paisibles. Davantage du genre à regarder passer les trains que de courir après l'antilope pour la déchiqueter. Bon. Alors c'est vrai que du coup, ça donne envie de s'identifier à ce principe. On devient ce que l'on mange. Donc si on écarte les animaux carnassiers, sauvages, violents, et qu'on reste avec les animaux pacifiques, ça indiquerait qu'on tend vers un idéal de consommation qui façonnerait nos comportements, notre psychologie. Mais bon. Donc déjà, c'est que les quadrupèdes. On verra pour les oiseaux, les volatiles. Et sabots fendus et ruminants. Le Talmud, avec malice, fait remarquer qu'il y a, parmi les quadrupèdes, deux animaux qui jouent l'hypocrisie, à savoir le chameau ou le dromadaire qui planque ses pattes sous lui lorsqu'il est assis, mais qui va ostensiblement montrer qu'il rumine. Donc il cache le critère qui est bon pour bien montrer le critère qui est bon. Et à l'inverse, pour le cochon qui va présenter ses sabots fendus bien en avant, en revanche, rentrer la tête ou le groin pour dissimuler un tant soit peu qu'il ne rumine pas.
Il y a un autre fait assez amusant. La Torah cite, dans les versets dont j'ai situé les références, sans trop de précision d'ailleurs, et ça viendra dans notre bibliographie, cite l'exemple du lièvre ou du lapin qui n'a pas de sabot fendu bien qu'il rumine. Et ça fait beaucoup rire dans les chaumières pendant des siècles, parce qu'a priori on n'a jamais vu un lapin ruminer. Sauf que, et vous pouvez en faire l'expérience vous-même si vous avez un lapin à domicile, c'est en présence de l'homme que le lapin en question, ou le lièvre, enfin disons le lapin, refuse de montrer qu'il rumine. Mais dès qu'il est hors champ du regard des humains, ou d'un regard extérieur, disons, il ingère à nouveau ses propres excréments pour les digérer une seconde fois. Donc nous ne sommes pas tout à fait à du déjeuner, je me permets cette anecdote. Et donc, on pourrait donc imaginer que la Torah n'a pas tout à fait déliré en pointant le caractère ruminant, c'est pas au sens où on l'entendait, il est vrai, hein, comme pour les ovins et les bovins, par contre, absence de sabot fendu chez le lapin ou le lièvre. Pour les animaux marins, ensuite, alors quel est le critère? Utiliser des écailles, Écailles nageoires. et nageoires, merci beaucoup. Donc ça limite considérablement. De manière pratico-pratique, vous avez, et on l'indiquera aussi, Blinéder, sur une batterie de liens nécessaires, mais une liste de poissons, parce que vous n'êtes pas forcément expert ou experte. Pour ma part, je n'y connais pas grand-chose, d'accord? Je vois bien le croquis, je vois bien les noms, mais je pratique très peu la pêche. Ça ne veut dire pas du tout, de manière très lointaine. Et donc, malheureusement, on ne connaît plus la forme des poissons. On ne sait plus à quoi ils ressemblent. On est tellement loin de la nature qu'il nous faut une liste sur papier glacé ou sur un écran pour savoir quels sont les poissons autorisés ou pas. À noter, on peut déjà l'évoquer, même si c'est un aspect plus ou moins contemporain, qu'on peut, à l'inverse d'une viande cachère qui se prend dans une boucherie cachère, parce qu'il y a aussi une question de traçabilité, j'y reviendrai dans les côtés pratiques et contemporains, on peut acheter son poisson dans une poissonnerie, même si les poissons autorisés cohabitent avec des poissons qui ne sont pas autorisés ou des crustacés. Dès lors qu'on peut identifier que ce que vous demandez au poissonnier a bien des écailles et des nageoires. Certains, par exemple, lorsqu'ils se procurent du poisson en surgelé ou même frais, mais ne disposant plus de peau qui permet d'identifier les écailles et les nageoires, certains s'abstiennent, considérant que par la chair seule, on aurait du mal à identifier. Donc, ce n'est pas une obligation fondamentale, notamment pour les surgelés, si c'est indiqué que c'est du saumon, par exemple. Mais certains, il est vrai, ont l'habitude d'attendre que sur ces darnes, même congelées, il y ait des écailles pour confirmer ces attentes. Alors comment on explique justement Ouais. qu'il y a cette notion de... On peut mélanger du poisson, acheter du poisson n'importe où, alors qu'il y a du poisson cachère et non cachère, que la viande c'est super strict? Oui, parce qu'il y a, au-delà de la chair de l'animal, imaginez que vous puissiez situer, qu'il y a effectivement un bœuf là qui est là posé, je ne sais pas trop comment d'ailleurs. Il y a aussi le mode d'abattage qui doit être certifié. Il y a les nettoiements de la bête et les vérifications qui sont abondantes, qui sont importantes. Et ça, c'est pas écrit sur l'animal lui-même. Idem, la cachérisation par le sel ou par la grillade. Bon, alors, en l'occurrence par le sel, tout ça sur un morceau de viande lambda, c'est pas inscrit. D'où la nécessité d'avoir, d'autant que d'ailleurs, dans les impératifs de traçabilité de cache-route, il faut que la viande ait été entre l'abattage et la vente, ou même la consommation d'ailleurs, n'ait jamais quitté le regard. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un double saut en permanence. Donc voilà, en revanche, pour des poissons, on peut reconnaître. On peut distinguer le poisson autorisé, il n'y a pas de mode d'abattage particulier, d'accord? Il n'y a pas de manière de tuer le poisson Oui, le poisson qu'on préconisé. achète, il peut être sur un lieu où la veille il y a eu des fruits de Ah mer. oui, donc c'est la autre- promiscuité, c'est une très bonne remarque. Alors je dirais qu'il y a deux paramètres pour être simple. Le premier paramètre, c'est que la proximité est à froid, se fait à froid. Et l'interpénétration des saveurs est une problématique qui, pour l'essentiel, se pose lorsqu'on est dans un contexte à chaud. Donc c'est une première chose.
Deuxièmement, allez, on mise aussi sur le fait que, par exemple, grâce à la présence de sel, le dégorgement des poissons de leur sang, par exemple, ou de n'importe quelle substance, crée un flux tel qu'ils sont imperméables à tout le reste. Là, c'est un point un peu technique, dans lequel je ne vais pas trop rentrer, d'autant qu'il est limité dans le temps. Mais voilà, grosso modo, on admet cette promiscuité qui serait non problématique, essentiellement parce qu'on est dans un contexte à froid. Alors, j'ai vu en région parisienne, il y a des poissonniers qui ont tenté l'aventure du poissonnier cachère, ou même en Israël, d'accord, pour créer une nouvelle, on va dire une nouvelle tendance, bon, pour des raisons essentiellement marketing ou de précaution, les deux à la fois. Mais bon, ça n'a pas tellement pris. D'accord, les gens, ils n'ont pas envie de se galérer à aller chercher en plus la poissonnerie cachère, en plus d'avoir à chercher la boucherie cachère. Bon. Dès lors qu'on peut identifier les poissons en question. Donc, exit les crustacés, exit tous les poissons sans écailles ou sans nageoires. Confère donc la fameuse liste pour que ce soit simple. Restent les volatiles. Alors, quid des volatiles? Ça, c'est plus confidentiel comme discrimination. Quels sont les critères retenus ou pas? Est-ce que vous avez des infos sur ça? Hein, nous, on trouve poulet cachère estampillé. On ne se pose pas de question de savoir de quelle espèce il s'agit. Est-ce que c'est un croisement ou pas? Alors, pour être pratico-pratique, les oiseaux retenus, les volatiles retenus, sont ceux que les oiseleurs, ou les shochatim, les abatteurs rituels, en fait, ont toujours abattus de mémoire d'homme. Ça veut dire de maître à élève ou de père à fils, oiseleur ou abatteur rituel. On sait quelles espèces étaient retenues et lesquelles étaient écartées. Ce qui implique, lorsque on traverse l'histoire dans des géographies, des contrées et des cultures différentes, des traditions dissonantes entre elles. Qu'en Algérie, on abattait éventuellement la pintade, que c'était moins le cas en Europe. Qu'il puisse y avoir un contentieux sur certaines variétés de canards, par exemple, parce que l'abattage est un peu plus rare et que parfois on en perd la connaissance, notamment autour du canard de Barbarie. Qu'il y a des croisements de volailles de basse-cour, de poulets, par exemple, qui posent problème pour certains, juifs d'Europe ou bien juifs d'Afrique du Nord, c'est selon, parce que à l'origine de ce croisement, il y a une espèce de volatile qui n'était pas retenue. Donc en fait, nous, on s'en remet à la certification, mais sachez sur quoi ça repose. Même si aujourd'hui, il y a des chercheurs pour essayer de collecter toutes les traditions, il n'en demeure pas moins que sur le plan local, on ne peut pas forcément importer une tradition qui ne s'y trouvait pas. Mais ça, c'est vraiment confidentiel du point de vue du consommateur. Ça, on ne sait pas, nous, quelles espèces sont retenues ou pas. Je veux dire, nous les consommateurs. Donc on peut considérer qu'on peut manger de tout. De tout ce qui est certifié, en s'en remettant aux professionnels. Ce sera ça pour nous le critère. Mais alors, en réalité, il y a des signes fondamentaux qui écartent les rapaces, les oiseaux un peu cruels, tout simplement, et violents. Et ça nous remet un peu dans ce trip de pas devenir ce que l'on mange. Il y a dans le Talmud une sorte de test qui est imaginé d'ailleurs, pour savoir si on a tel volatile qui serait cachère ou pas, ou pur ou pas. C'est le test de la corde tendue. Une corde est tendue, et on pose le volatile avec ses deux pattes sur la corde, et on voit comment il retrouve l'équilibre. Parce que forcément, il ne tiendra pas sur la corde. Il va tenter de retrouver son équilibre, soit en posant les pattes de part et d'autre. Et cette agilité-là laisse présumer qu'il est plutôt, rapace, voire carnassier. Ou bien, les deux pattes tombent du même côté de la corde, d'un côté ou de l'autre, peu importe. Auquel cas, on considère qu'il est suffisamment peu habile pour être davantage un animal de basse-cour qu'un volatile sauvage, rapace ou carnassier. Est-ce que c'est bon sur ce chapitre? Donc concrètement pour nous, en fait, on n'a pas tant que cela à se préoccuper des espèces. Il y a juste à trouver sa liste de poissons quelque part. Pour le reste, la certification s'en charge. Deuxième point de cette première partie, l'abattage rituel à Shrita. Alors qui est, comme vous le savez, très disputé en Europe, en France et en Europe.
où on s'interroge de manière assez insistante sur la capacité de la shrita à accroître ou à atténuer la souffrance animale. Donc vous avez expertise contre expertise, grosso modo, et lobbying contre lobbying. Notez bien, et je ne vais pas rentrer dans ce sujet ici et maintenant, mais que tuer un animal pour le manger, ça ne se fait jamais dans la douceur. D'accord ? Si on est horrifié du spectacle des animaux dans des conditions d'abattage qui paraissent douteuses, ma foi, il faut aussi y joindre les conditions d'élevage industriel, qui sont parfois encore plus détestables et encore plus révulsantes. Et puis donc, somme toute, rêver de s'abstenir de manger de la viande pour ne plus la faire souffrir les animaux. Là, on tient un vrai et grand sujet. En revanche, quant à savoir si assommer préalablement les animaux, selon des techniques qui laissent visuellement penser que l'animal ne réagit plus et qu'il ne souffre plus, ce qui est sur le plan de certaines expertises très contestable. Il ne bouge plus certes, mais ça ne veut pas dire qu'il ne souffre plus. Donc comparer ce mode-là au mode de l'abattage rituel, la shrita telle qu'elle est pratiquée, là je renvoie vraiment aux polémiques entre experts. En quoi consiste la shrita ? Ça consiste à sectionner avec une lame extrêmement vérifiée et aiguisée, et c'est un geste d'expert, on n'est pas chochet, n'est pas abatteur rituel qui veut, c'est une longue formation théorique et pratique. Donc les couteaux sont avec la pointe du pouce en permanence vérifiés à un rythme suffisant entre le nombre de bêtes abattues, et c'est très furtif, d'accord ? C'est à peine un aller-retour de lame. Il sectionne outre la trachée artère et l'œsophage en majorité, sectionne aussi les carotides. Du coup, la pression de la circulation chute et le cerveau et donc les centres de douleur sont tout de suite moins irrigués et la conscience de la bête est plus rapidement perdue. Donc ce mode opératoire consiste à ne pas déchirer le cou de la bête, mais bien à sectionner très très rapidement, ce qui permet d'irriguer les centres nerveux. C'est ainsi que les expertises favorables à la cacheroute décrivent avec précision le processus. Enfin, en soi, cette description n'est pas contestable. Reste à savoir si sur un plan nerveux, il y a effectivement moins de souffrance ou plus de souffrance. Ce qui peut paraître spectaculaire, ce sont les derniers réflexes qui laissent à croire qu'il y a de la souffrance, et c'est là aussi un des points techniques où il y a querelle. Mais l'abattage rituel n'est pas tout. Il faut ensuite, ça c'est moins connu du grand public, opérer certaines vérifications et un certain nettoiement de la bête. Alors je vais commencer par le deuxième point, nettoiement de la bête, c'est-à-dire que il y a des parties de l'animal qui nous sont interdites à la consommation. Ce sont des commandements bibliques sur certaines poches de graisse qu'on appellera helev en hébreu, et donc ce sont des commandements lourds, et les abatteurs rituels et les vérificateurs ont fait des choses et savent trouver la poche de graisse et retirer la graisse en question. Et puis il y a aussi la question du nerf sciatique. La Torah nous interdit de manger le nerf sciatique. Ce qui implique que pour manger le bas des bêtes, il faille dénerver le nerf sciatique donc, et ses ramifications. C'est techniquement possible. Et je dirais même qu'en Afrique du Nord, cela se faisait, ça prend quelques heures. Ça existe aussi en Israël, d'accord ? Vous pouvez trouver éventuellement une viande de bas de bête dénervée. Seulement voilà, compte tenu des contraintes dans les abattoirs automatisés, on ne peut pas évidemment s'offrir le luxe de salarier des personnes pour passer 3 heures, 4 heures sur une bête. Sans quoi votre gigot pourrait coûter, je ne sais pas moi, 1 mois de consommation de viande peut-être classique. J'imagine à peu près la proportion. Donc c'est juste pas viable, ça ne fonctionnerait pas. Donc ce qui est réalisé concrètement, c'est que le bas des bêtes, donc on coupe à, je crois, la 13e côte, le bas des bêtes est réinjecté dans le circuit non cachère. Et j'y reviendrai sur la question de l'économie de la cacheroute. N'était-ce la possibilité de réinjecter dans le marché non cachère, d'une part le bas de toutes ces bêtes à 4 pattes,
D'autre part, les bêtes qui n'auraient pas validé les tests de vérification, qui seraient, qui auraient un défaut et que nous ne pouvons pas manger, mais qui seraient sur un plan vétérinaire acceptable pour un consommateur qui ne mange pas cachère. Donc n'était cette possibilité, notre production de cache-route serait déficitaire chronique, absolument pas rentable et économiquement largement compromise. Et donc je reviendrai sur la question de labellisation sans abattage religieux qui va évidemment poser problème. Mais là n'est pas encore notre sujet. Au niveau des vérifications, qu'est-ce qu'on regarde chez une volaille ou un ovin ou un bovin? Essentiellement, voilà, pas que cela, mais essentiellement les poumons. Donc, les poumons. Les poumons, vous dis-je, dirait Molière. C'est-à-dire que normalement, il y aurait 70 points de la bête à inspecter. On appelle dans l'hébreu de la Mishnah des tréphot, c'est-à-dire des points au sein de l'organisme, au sein de certains organes de la bête qui, lorsqu'ils sont abîmés, donc des cavités perforées ou certaines lésions, indiquent que cette bête est ce qu'on appelle tréfa, c'est-à-dire pas viable. Le principe, le présupposé, c'est que tréfa est nahaya, que normalement, une bête qui aurait un de ces 70 défauts ne peut pas vivre. Donc on présume que les animaux, s'ils sont sur pattes au moment où on les abat, sont sains, sont en bonne santé. Du coup, on ne va pas vérifier les 70 points, parce que là encore, notre simple beefsteak coûterait une fortune. On va juste vérifier quelques points sensibles, les plus sensibles qui soient, pour ainsi dire, notamment les poumons. Donc on extrait les poumons, avec plus ou moins de facilité. Des fois, il y a des adhérences qui font qu'on ne peut pas comme ça sortir les poumons de la cage thoracique. Et selon les degrés, ce sera problématique, les degrés d'adhérence. Parfois, les poumons sont carrément perforés. Et on s'en rend compte en les gonflant d'eau, de voir ce qui en sort. Et si ce n'est pas hermétique, si c'est perforé, si on détecte une perforation, l'animal est donc taref, réinjecté, donc non cachère, réinjecté dans le marché non cachère, si sur un plan vétérinaire c'est acceptable, bien sûr. Il y a des moments plus ambigus où, pour dégager les poumons, il y a des adhérences. Et si on arrache un peu fort, ça risque de perforer, mais en même temps, ça ne l'était pas au moment où c'était encore dans la cage thoracique. Et donc là, ce sera cachère simple, limite cachère. Ce serait la cache-route standard. Et je dirais que, je vous donnerai les proportions, la plupart des bêtes abattues sont au moins dans ce critère-là. Et puis, ensuite, il y a le plaisir de voir que les poumons sont parfaitement lisses, qu'ils sortent avec facilité et qu'ils sont parfaitement hermétiques. Et ça, c'est une faible proportion des bêtes. Et selon le degré d'état des poumons, on reviendra sur ces définitions, nous aurons du cachère simple, standard, ou bien ce qu'on appelle en yiddish glatt, ça veut dire relativement lisse, ou encore, plus net encore, halak, parfaitement lisse. Et là, on rentre dans une dimension de la cache-route, c'est la cache-route à plusieurs degrés, à plusieurs vitesses. Et qui choque souvent le consommateur lambda, dit mais enfin, je ne comprends pas, c'est cachère ou c'est pas cachère. En réalité, à partir de cet exemple, vous pouvez découvrir, et cet exemple va se répéter un nombre incalculable de fois, parce qu'il y a pléthore de critères, de cahiers des charges sur les labels notamment, mais déjà sur le plan purement théorique, au niveau des viandes, il y a effectivement des tolérances possibles et des exigences supplémentaires possibles. La difficulté, c'est que pour 100 bêtes abattues, vous n'avez pas 100 bêtes parfaitement cachères. Alors ça dépendra du cheptel, ça dépendra du lieu, ça dépendra aussi de la formation des abatteurs rituels, ou du cahier des charges qui leur est demandé. D'accord ? Est-ce qu'on leur demande simplement de livrer ce qu'ils ont abattu, ou bien on leur impose un quota de bêtes qui serait parfaite à tant de pourcents, qui serait intermédiaire à tant de pourcents, et qui serait tangente à tant de pourcents. C'est une pratique qui se développe et qui est très inquiétante, à la vérité, parce que du coup, on va avoir la fâcheuse tendance à s'aligner sur les quotas plutôt que de dire la stricte vérité sur ce qu'on a perçu en tant que vérificateur.
Quoi qu'il en soit, ne rentrons pas dans ces sujets un peu polémiques, mais retenez simplement qu'en fonction de la qualité des poumons, on aura une bête plus ou moins khalak, parfaitement lisse, ou bien tangente, admissible, simplement cachère, mais que certains, par exemple, préféraient éviter. Alors, à titre d'information, pour les juifs séfarades, je veux dire par là, pour ce qui concerne la métropole, enfin, la France métropolitaine, les juifs issus d'Afrique du Nord, la coutume était, de manière très ancienne et très ancrée, de ne manger que des bêtes dont les poumons étaient parfaitement lisses et sortaient sans difficulté. Mais ce qui, une fois arrivé en Europe, a posé problème, parce que les conditions, peut-être environnementales, ne permettaient pas d'obtenir sur 100 bêtes un taux suffisamment praticable, rentable, pour cela. Donc il a fallu se rabattre sur des standards de cacheroute que les communautés ashkénazes locales avaient intégrés depuis longtemps, à savoir le kasher standard, ou au mieux glatt, c'est-à-dire le truc intermédiaire. À Grenoble, par exemple, nous avons le bonheur d'avoir un abattage local autonome, avec, en collaboration, enfin je dirais même c'est plutôt nous qui collaborons avec eux, avec la communauté de Zurich. Et à Zurich, ils sont ashkénazes, et ils ont, le Rav là-bas a accepté que les juifs de Grenoble qui sont séfarades obtiennent les bêtes réputées halak, impeccables, et que pour la communauté ashkénaze, le critère plus standard suffisait, et donc on s'est réparti les choses ainsi. Donc on est dans un microclimat de cacheroute à Grenoble, sachez-le. Notre abattage rituel est particulièrement envié, d'abord parce qu'on a un chocret absolument extraordinaire, la personne du Rav Suissa, qui est rabbin à Annecy par ailleurs, et d'autre part parce que la répartition des bêtes est telle que on obtient ou bien la qualité intermédiaire ou bien la qualité supérieure par l'effet de cette répartition bienveillante. Voilà sur ce point, abattage rituel et vérification, qui encore une fois ne concerne pas directement le consommateur, sauf à vous permettre de décrypter ce qu'il apparaît dans des labels, et qui peut être un point de friction parfois dans les familles, où les uns mangent telle chose, les autres telle autre. Voilà, on va dire un consommateur averti en vaut deux. Il existe une gamme de critères, et c'est très pratique en réalité, ça pose problème lorsqu'on a envie de mal se comporter avec les gens et de casser les pieds de son environnement, bien sûr. Mais en réalité, c'est une marge de manœuvre qui a permis à des familles entières de trouver à manger cachère, même standard, dans des conditions parfois difficiles, ne serait-ce que dans les années 60 ou 70, que sais-je. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Point de questions. Je n'ai pas vu sur les commentaires s'il y avait des questions. De toute façon, je me ferai fort d'y répondre ensuite dans les commentaires. Alors, sur le point numéro 3 de notre première partie, la cachérisation des viandes. Tiens donc, non seulement il a fallu sélectionner les espèces, verset biblique à l'appui, non seulement il a fallu s'en remettre à un abattage rituel spécifique, pratiqué par des experts, formés théoriquement et pratiquement, il a fallu veiller à ce que ces experts vérifient et nettoient, entre guillemets, les bêtes abattues, ovins, bovins ou volailles, mais en plus, il est question de cachériser. Donc là, c'est un nouveau verbe de la langue française qui, à ma connaissance, n'est pas rentré dans le Larousse ni cette année, qui risque pas de rentrer avant longtemps. Faut-il seulement qu'il y rentre. Qu'est-ce que ça veut dire cachériser? Alors, est-ce qu'on va faire l'inventaire de vos connaissances? C'est quoi pour vous cachériser une viande? De volaille, de vin ou de bovin? Rendre propre. Vous dites la rendre propre. Rendre propre. D'accord. Donc vous considérez que sortie de l'abattoir, elle est sale, et qu'il faut la nettoyer dans l'espace domestique, c'est ça? La rendre pure. Mais pas seulement la nettoyer. Pure. La rendre pure. Pas seulement. Non, c'est intéressant. Expliquez-moi. Ouais, ça m'intéresse. Du coup, on va expliquer le mot cachère. Dans le geste physique, mais aussi dans le geste spirituel.
Donc pour vous, c'est un rituel, c'est ça, si je comprends bien? C'est l'image que j'en ai. D'accord, c'est intéressant. C'est intéressant. Votre ressenti est très intéressant, parce que c'est une manière aussi de vivre les choses et de se les approprier. Donc, très intéressant. Donc pour vous, cachériser la viande, c'est un rituel avec une dimension spirituelle de nettoiement, donc de purification, c'est ce que vous voulez signifier de la viande. Très bien. Donc je ne fais aucun commentaire, je prends votre ressenti comme il vous vient. Pareil, nettoyage. Pareil. Nettoyage. Cachériser égale nettoyer. Oui. D'accord. Avec la dimension spirituelle ou bien technique? Moi, c'est plus technique, je dirais. Pour vous, c'est plus technique. Alors nettoyer par rapport à quoi? Toutes les impuretés, le sang, le mauvais sang, pas la nervosité de la bête. Le sang. Enlever tout, ça tout m'intéresse. ce qui a... Le sang, le mauvais sang, la nervosité de la bête. Peut-être elle était stressée, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça. Sans doute elle n'a pas dû kiffer beaucoup. Ça, il y a un stress animal au moment de l'abattage. Les animaux ressentent cela, bien sûr. Donc ouais, la remettre un petit peu, la rendre plus saine, quoi. Ouais. Anecdote. Vous savez qu'à Paris, il y a un quartier qui est maudit, qui était jadis le ventre de Paris, pour Zola par exemple, mais qui a connu des chantiers successifs, et aujourd'hui encore, je crois que c'est une moitié de flop, c'est le quartier des Halles. Alors les Halles, c'était, ça a été, je crois que c'est sous De Gaulle, d'abord un projet d'abattoir important. Donc on avait gardé la dimension des ventes de Paris. Il faudra vérifier tous ces points historiques. Donc avant que Rungis, le grand marché de Rungis fonctionne, il y avait l'idée que les Halles seraient un lieu d'abattage, dernier cri. Et puis une petite erreur des architectes qui a fait chuter l'équipement, c'est que pour acheminer les bêtes vers l'abattage, il y avait des petites pentes très douces qu'il fallait emprunter, qui fait que l'animal emprunte. Et les animaux, sentant le stress, évidemment, y allaient à reculons, et donc il fallait les hisser, c'était très compliqué, et techniquement pas réalisable, et surtout un gaspillage de temps qui nous faisait perdre toute rentabilité. Donc il a fallu abandonner le projet une fois construit, donc ça aurait été, il faudrait que je vérifie toutes ces données historiques, un immense gaspillage. Donc oui, il y a du stress, et je comprends ce que vous dites, et si encore une fois on est gêné sur les conditions d'élevage, le conditionnement pour acheminer les bêtes, le stress imposé à l'animal, le mode d'abattage et tout ce qui s'ensuit, alors c'est pas une étape qu'il faut incriminer, mais c'est l'ensemble du principe de la consommation de la viande qu'il faudrait revoir. Et culturellement, il y a évidemment des évolutions notoires. Je dis souvent que j'imagine bien que dans quelques décennies, un siècle, un peu moins, que sais-je, nous nous regarderons, nous humains de 2017, avec condescendance, sinon avec effroi. Nous sommes d'horribles, nous aurions été donc en 2017 encore d'horribles carnivores qui tuons nos semblables, enfin en tout cas nos proches, de la nature, du règne animal, pour les manger. Ça nous paraîtra très bizarre. Bon. Mais en tout cas, je retiens votre approche. Pour vous, cachériser égale nettoyer la bête de toutes les impuretés liées... alors, le mauvais sang, j'aime bien l'expression, parce que c'est vrai que c'est intéressant. En tout cas, lié au stress, c'est ça? Ouais. Ok. Enlever le sang. Alors, vous, c'est très précis. C'est enlever le sang. Ouais. C'est ça? Oui. Très bien. Alors, on va, faire la conciliation entre vous trois. Je vous dis des choses très différentes. Dimension spirituelle et rituelle. Dimension presque sanitaire pour vous. Et pour vous, c'est encore plus précis, c'est enlever le sang. Pourquoi il faudrait enlever le sang? Ça ne se consomme pas. Alors oui, là vous dites la même chose, parce que ça ne se consomme pas, donc il faut l'enlever. C'est sale, je pense, non? Vous dites c'est sale, le Je sang? pense que le sang, c'est sale, oui. Alors, d'abord, je vais vous donner dans le fameux manuel la page incriminée, comme ça vous pourrez, si vous souhaitez nous suivre. Et là, en revanche, il n'y a pas de sommaire. Ah si, voilà. Parfait. Alors, c'est Agnès qui a le mot-clé, en fait, dans cette affaire. Enlever le sang. L'objectif de la cachérisation, ici, c'est enlever le sang. Il y aura deux grandes méthodes. Soit par le sel,
soit par la grillade. Alors, est-ce qu'on enlève tout le sang? Non. Et pourquoi enlever le sang? Alors, a priori, pas parce que c'est sale. On pourrait trouver effectivement des réticences à consommer le sang tel quel, peut-être sanitaire, mais là on touche à un commandement biblique qui est de ne pas manger le sang, et je vous dirai exactement quel type de sang. La seule justification qu'apporte la Torah, c'est ki hadam wa nafesh, car le sang, c'est littéralement le souffle. Un peu moins littéralement, on peut parler de l'âme, ce qui se retrouvera dans la traduction en grec, la Septante. Mais là, on est dans un concept un peu plus sophistiqué, et les kabbalistes expliqueront qu'il y a effectivement l'âme animale qui permet le mouvement. Mais quand le verset parle de souffle, il dit simplement quoi? Il dit, je vois que lorsque j'égorge une bête, alors dans les règles de l'art comme on l'a vu, lorsque le premier sang s'en va, je vois passer la bête de vie à trépas. Donc, ce qui rendait possible le souffle, il faut parler de manière en fait pratique et pas conceptuelle, si je veux coller à la réalité des mots du verset biblique, ce qui permettait le souffle et qui nous faisait dire que tel animal est vivant, eh bien, c'est le sang, puisque quand le sang s'en va, il n'y a plus de souffle. Ça ne veut pas dire que le verset nous met au fait des choses en matière de cause à effet. Qu'est-ce qui fait que sans le sang, il n'y a plus de souffle? D'accord? Ça, c'est encore un autre champ de la connaissance humaine, plus tard d'ailleurs. Donc, oui. c'est la notion de... en fait, enlever le sang, c'est la notion très spirituelle, en fait, de ne pas avaler l'âme d'un Alors, animal. voilà. Et, je ne l'aurais pas dit comme ça, parce que d'y parler de l'âme, c'est déjà un parti pris. Mais en revanche, vous êtes très très proche de ce qui est décrit ici. C'est-à-dire que, encore une fois, je vais coller au verset, je tiens à votre disposition les références dans notre biblio, c'est que je vois qu'il y a un élément, le sang, qui, lorsqu'il est présent, fait que la bête respire et bouge, qu'elle est en mouvement, et lorsqu'il n'est plus là, ce sang, lorsqu'il s'en va, elle cesse de respirer et de bouger. J'en déduis donc que cet élément porte ou supporte la vie. Et ce qui serait donc à écarter, c'est ce qui a été retiré, le fait même d'avoir retiré la vie en extirpant le sang. On pourrait le dire de manière très simple, ce qu'on voudrait écarter de la chair, c'est l'élément en cause dans la mise à mort. Et pour le dire encore plus simplement, ce qu'on voudrait peut-être mentalement écarter, c'est la mise à mort. Non pas pour pratiquer un déni, pour dire on n'a pas tué l'animal, bien sûr qu'on l'a tué, mais quelque part, là c'est moi qui brode un peu, qu'on ne se nourrisse pas du principe de la mise à mort. Comme pour porter attention sur une distance à observer. Et qui peut-être un jour justifiera qu'on arrête de tuer l'animal. Vous constaterez qu'il y a sinon une grande pudeur, une presque gêne dans les versets bibliques, et une interprétation qu'on peut en faire sur l'idée de tuer pour manger. Ça ne va pas de soi en réalité. Donc ok, on met à mort, peut-être parce que c'est la manière la plus simple pour des nomades, que sais-je, de se nourrir, c'est ça aussi. Hein, on ne se nourrit pas avec la laine des bêtes, ni avec la culture qu'on ne peut pas planter si on est nomade. Donc c'est un mode alimentaire qui apparaît comme un compromis, mais surtout que l'on se dise bien qu'on ne va pas se repaître au fond de cet élément qui porte la mise à mort ou qui est au cœur du scénario de la mise à mort. Bon. Alors après, sur le concept de l'âme, on pourrait aller plus loin. Si on est un petit peu mystique, on dirait que cette part de vie incarnée, si j'ose dire, dans le sang, les kabbalistes le diraient comme ça, le sang est le support de l'âme animale, le premier niveau de l'âme, eh bien on ne le consommerait pas. On consomme la chair, mais pas le principe de vie. Vous voyez que c'est très voisin, c'est proche, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Bon. Donc soit vous kiffez le concept de l'âme et pouvez approcher la question du sang comme ça, soit vous êtes attentive à la question de la distance avec la mise à mort, pas seulement la mort, mais la mise à mort, la violence pratiquée pour donner la mort, et à ce moment-là, vous vous y retrouvez aussi dans le fait d'écarter le sang. Alors, pour être plus précis, c'est pas n'importe quel sang qui est interdit, puisque quand, par exemple, vous pratiquez la salaison, ou même la grillade des viandes, vous n'extirpez pas tout le sang.
sans quoi vos viandes seraient d'une saveur tout à fait absente. D'accord, on mange du coton. Donc il en reste quelque chose. Simplement, il y a deux niveaux de sang interdit. Le niveau le plus fondamental, c'est le premier sang qui vient après l'abattage. Celui avec lequel on fait le boudin, par exemple. Alors, je ne m'y connais pas trop en boudin, et pour cause. Mais celui-ci, c'est un interdit très lourd, parmi les plus lourds dans les lois de la cache-route. Le tout premier sang. Le sang, c'est-à-dire le volume du sang, qui fait que la bête passe de vie à trépas. Donc on est vraiment dans le triple qu'on vient de décrire. D'accord, le sang, mise à mort, le sang, l'âme, etc. Ensuite, il y a un autre sang qui est interdit aussi, mais pas dans les mêmes termes, pas avec la même gravité au niveau des versets bibliques. Donc c'est bien dans les versets, mais on attribue aux versets, mais c'est pas aussi lourd. C'est le sang réputé mobile. Voilà, le sang qui est dans les tissus et qui aurait, je cite les mots du Talmud repris plus tard dans les codifications de la Halacha, le Shulchan Aruch par exemple, le sang chez Perash Makom le Makom qui a bougé d'un endroit à l'autre, du fait des chocs ressentis par l'animal en fait. Donc oui, il y a tout ce sang qui finalement est lié à l'abattage et à la mise à mort, premier sang qui fait passer de vie à trépas, le sang des traumatismes, le sang qui a bougé, celui-ci, il peut et il doit être extirpé par les méthodes qu'on va voir ensemble. Alors, vous trouverez dans ce petit manuel que je vous ai présenté, c'est le chapitre 13, et c'est très bien fait. À partir de la page 43, donc, je vous invite vraiment à vous le procurer, et tous les modes opératoires que je vais décrire de manière la plus explicative, disons, que vous compreniez le sens de chaque étape. D'abord, si je procède par la salaison, le principe en fait consistera à, par effet d'osmose, à aspirer le sang par l'effet du sel, donc. Le sel posé sur la chair va faire que le sang mobile est pompé et qu'il va goûter ensuite abondamment d'ailleurs pour sortir. Alors avant de voir la configuration de matériel à utiliser, je vous donne les grandes étapes. D'abord, il y a une étape de nettoyage de la viande et de ramollissement de la chair. Un premier rinçage, si vous voulez, où on va d'abord tremper la viande une petite demi-heure, enfin une demi-heure, pour la ramollir. Puis ensuite, on frotte dans cette fameuse bassine, on a mis la viande à tremper, on frotte, on enlève toutes les petites taches de sang séchées, donc toute la surface doit être nettoyée. Éventuellement, donc on les goûte un peu et voire on passe un jet dessus pour finir l'affaire, mais le simple trempage et le fait de frotter suffisent. Et l'idée, c'est que la viande, une fois égouttée, soit suspendue, je veux dire par là posée sur un plan ou inclinée ou sur une surface plane mais percée. Donc une grille spécifique qui ne sert qu'à cela peut faire très bien l'affaire. L'idée que la viande ne soit pas trop sèche ni trop humide, de sorte que le sel qu'on va utiliser adhère et ne se dissolve point. Alors le sel à utiliser, c'est un sel de taille moyenne, l'équivalent de notre gros sel de cuisine. Donc pas des caillots de sel trop épais, ce qui ne tiendrait pas sur la viande, ni du sel trop fin qui va trop vite se dissoudre et qui ne va pas opérer, mais un sel moyen. Donc notre gros sel de cuisine est la taille idéale. On répartit donc le sel sur toute la surface, pour les volailles intérieures et extérieures. Donc on couvre de manière uniforme. Et ensuite, on met ainsi suspendu, donc soit sur le plan incliné, soit sur la surface plane mais percée ou la grille,
on laisse là pendant à peu près 1 heure. Et le sel opère pendant 1 heure. Il chauffe passablement la chair elle-même. Et puis surtout, l'effet d'osmose fait que très vite, vous voyez des gouttes de sang couler. Vous pouvez mettre plusieurs morceaux les uns sur les autres. C'est un long développement théorique dans le Talmud pour expliquer comment c'est possible. Voici que le sang qui est issu d'un morceau va tomber sur l'autre morceau, comment ça marche. Je ne vais pas rentrer dans les détails qui vous donneraient l'impression qu'on vit dans un morceau de viande quand on étudie le Talmud, mais c'est presque ça. Toujours dit que vous pouvez mettre les uns sur les autres, et sur la pratique industrielle de la cachérisation, c'est très commode, tous les morceaux salés ensemble. Donc la durée du salage, je ne sais pas si je vous l'ai donné, c'est 1 heure. De manière conventionnelle, on met 1 heure. Si on a abrégé pour des contraintes de temps ou d'organisation, alors après coup, il faudra au moins avoir dépassé 24 minutes ou une demi-heure selon les avis, mais je ne vais pas vous donner pléthore d'avis, ce serait compliqué. Retenons que idéalement c'est 1 heure. Et qui le fait? Ça se passe où? À quel niveau? Alors, qui le fait? Avant de terminer, donc je réponds à votre question. Qui le fait? Eh ben, soit c'est fait à l'abattoir. Pour ce qui nous concerne, par exemple... Quand on achète la viande en boucherie, tout Ouais, ce processus alors, il a été fait. Alors, le consommateur, voilà. Donc je vous donne toutes les étapes possibles. Soit c'est fait à l'abattoir. Par exemple, pour les volailles que nous certifions à Grenoble, la cachérisation se fait à l'abattoir. Ça veut dire qu'il y a tout l'abattoir, la société a investi pour qu'il y ait en plus dans la chaîne d'abattage, qui est la chaîne de cachérisation des volailles. Donc à l'occasion, je crois que j'avais mis quelques photos en ligne, bien sûr, mais je me ferai fort de vous préparer à Blinéder un petit film. Vous voyez comment c'est fait. C'est des procédés israéliens, c'est extrêmement pratique. Donc quand les poulets sont tout à fait en bout de chaîne, conditionnés, emballés, etc., et destinés à la livraison, ils sont déjà cachérisés. Sur les ovins et bovins, donc ça c'est un autre abattoir, et c'est une autre manière de procéder, la cachérisation se fait chez le commerçant. Voilà, en l'occurrence à Grenoble, à Macolette, où les choses sont cachérisées sur place. Il y a dans l'arrière-boutique tout le matériel donc pour cachériser dans les meilleures conditions. Voilà. Et puis sinon, et c'est plus rare en fait, mais vous en trouvez encore en région parisienne ou dans des grandes villes de province, mais ça tend à, je dirais presque à disparaître, il semblerait que ce soit la tendance, c'est le consommateur qui se charge de sa propre cachérisation. Ce qui implique qu'il faut avoir des connaissances, ce que nos mamans, nos grands-mères avaient sans problème. Ça prenait, alors à l'époque c'était les femmes qui s'en occupaient parce que la cuisine était dévolue aux femmes, mais occasionnellement ça pouvait être les hommes, voire même régulièrement. Il n'était pas interdit aux hommes de... Alors malheureusement c'est enregistré, donc je suis obligé de... Je ne pourrais pas couper, mais si j'avais pu couper, j'aurais sans doute coupé ce passage. Il n'est pas interdit aux hommes de s'adonner aux tâches ménagères, et y compris celles de cuisine. Ce que je viens de dire, je ne l'assume absolument pas, et ceux qui nous suivent ne m'en voudront pas. Bon, plus sérieusement, c'est pas un rôle dévolu à qui que ce soit, d'accord? Ça peut être les hommes, les femmes, indifféremment pour pratiquer la cachérisation. Je me rappelle quand j'étais à l'école rabbinique, j'avais eu ma formation théorique là-dessus, je m'étais acharné sur de la viande acquise par mes parents, et je l'avais rendue absolument immangeable. Vous allez voir pourquoi d'ailleurs, parce que ça va venir dans le développement du mode opératoire. Donc salaison pendant 1 heure, reste ensuite à nettoyer tout ça. Et là on arrive à un point sensible d'un aspect contemporain qui est la question des régimes sans sel. Parce que voilà ce qui se passe. Pour nettoyer, on secoue d'abord pour enlever tout le sel qui pourrait tomber. Et puis ensuite il y a un abondant rinçage. Alors c'est soit 3 trempages successifs, soit sous un jet abondant d'eau courante et par 3 fois. Donc il y a toujours l'idée de 3, donc soit par immersion, soit par un jet abondant. Certains vont prévoir d'autres combinaisons des deux méthodes, mais grosso modo c'est un point important parce que si c'est mal rincé, d'abord si c'est trop mal rincé, ça pose vraiment un problème de cache-route, on se retrouve à manger avec du sel imbibé de sang, et ça c'est évidemment pas bon. Enfin, pas seulement à la saveur, mais c'est pas, en termes de loi de cache-route, c'est pas top. Et puis, surtout, si c'est pas très bien rincé, il y a encore une présence de sel. De toute façon, on sent le sel. Et ça pose vraiment problème pour les personnes qui ne peuvent pas manger salé. Ça, c'est très délicat. Et donc, dans le commerce de viande déjà cachérisée,
Si la seule proposition c'est celle-ci, c'est très embêtant pour les personnes qui ne peuvent pas manger sans sel. On peut cachériser autrement qu'avec le sel, on va le voir, et on va voir quelles sont les conditions. Mais en tous les cas, cette phase de rinçage vise à éliminer le sel, mieux c'est fait, plus patiemment et abondamment c'est fait, mieux on garantit que la viande n'est pas trop salée. Mais il n'en demeure pas moins que, si vous cuisinez avec de la viande déjà cachérisée, ou même cachérisée par vous-même, vous savez qu'on rajoute très très peu de sel dans la préparation, sans quoi c'est carrément immangeable. Donc on s'adapte bien sûr. Alors, un dernier point qui me permettra de faire la transition, c'est qu'il y a des délais pour cachériser la viande. Et ça, c'est une donnée qu'on ne trouve pas exactement dans le Talmud, mais qui est un peu plus tardive. Une viande restée sèche 3 jours, sans cachérisation, sans même avoir été humidifiée, est réputée non cachérisable ensuite. Comme si le sang avait séché à l'intérieur, comme s'il était figé à l'intérieur. Alors ça pose effectivement un problème de contrainte, c'est-à-dire qu'à dater de l'abattage lui-même, on a 3 jours, 3 fois 24 heures donc, consécutives, pour soit cachériser par le sel, soit passer à l'eau pour que les 3 jours soient reconduits. Voilà. Bon, grosso modo, à part pour des distributeurs négligents ou malveillants, ça peut arriver, et qui échappent au contrôle, malheureusement, ça implique que si ce n'est pas fait sérieusement, ils vous cachérisent une viande trop tard ou vous vendent une viande à cachériser, mais dans des délais qui dépassent ceux qui sont prévus par la loi juive, à savoir les fameux 3 jours. Au bout de 3 jours, le seul mode qui pourrait fonctionner, c'est celui de la grillade. D'accord ? Et donc j'en arrive au deuxième mode de cachérisation. Il y aura bien sûr plein de détails annexes dans lesquels je ne veux pas rentrer pour ne pas alourdir notre propos. Mais disons que le mode de cachérisation par la grillade concerne les viandes non cachérisées, bien sûr, même avant 3 jours, si on souhaite procéder ainsi. Autrement dit, on peut faire un barbecue sympathique avec les viandes de 3 jours. Faites-moi penser que je dois faire un petit point sur la viande congelée, justement, avant cachérisation. Ensuite, ça concerne certains organes, et je pense au foie notamment, qui ne se cachérisent pas autrement que par la grillade. Trop de sang dans le foie. Le Talmud dira même que le foie, ce n'est que du sang, façon de parler. Trop de sang dans le foie pourrait être cachérisé par le sel. Le sel est débordé, il serait noyé et ne pourrait pas opérer. Donc le seul mode opératoire possible serait la grillade. Et enfin, pour ces viandes qui malencontreusement auraient passé 3 jours, il ne reste que la grillade. Et là, en quoi ça consiste ? Eh bien, c'est assez simple. D'abord, on rince on rince la viande pour enlever le sang qui est en surface. Ensuite, on a la coutume de jeter une poignée de sel sommairement, et on reviendra d'ailleurs sur ce point, si ça n'a pas été fait, comment, pourquoi. Et ensuite, il s'agit de cuire la viande par la grillade, c'est-à-dire sur une surface qui laisse s'écouler le sang. Donc un barbecue, c'est très bien, une grille, c'est très très bien, mais pas à la poêle, et pas non plus au four. On viendra sur la question du four. Et ainsi donc, par l'effet de la chaleur, le sang s'écoule, tout le sang mobile s'écoule, y compris le sang séché depuis 3 jours, y compris le sang du foie qui est très abondant. Et il faut pour cela atteindre au moins ce qu'on appelle la moitié de la cuisson. C'est-à-dire que, alors ça c'est un peu, ça peut paraître curieux, il faudrait imaginer ce que peut représenter pour tel morceau une cuisson à point et avoir au moins atteint la moitié de la cuisson. Le minimum des minimums, ce pourrait être le tiers de la cuisson et ce qu'on appelle dans l'hébreu de la halacha, ma'achal ben droussaï, le casse-croûte de Ben Droussaï. Ben Droussaï était un brigand en cavale qui n'avait pas le temps de cuire sa viande et qui allait la cuire à minima pour pouvoir manger et puis s'en aller. Bon. Ça, c'est vraiment après coup, si on n'a pas beaucoup pu cuire, mais normalement, il faut vraiment la moitié de la cuisson. Alors, vous allez me dire, mais vous en fichez, vous mangez à point, ou de toute façon, il faut cuire un peu pour manger.
En réalité, le problème va par exemple se poser, c'est une des problématiques, et ce n'est pas la seule, sur le foie gras. Alors ça, la question du foie gras est extrêmement délicate, à 3 égards. D'abord, c'est que le mode de gavage des oies, en plus de les rendre malades, on mange un foie malade, nous fait vraiment nous interroger sur si nous allons être au moins l'esprit de la cache-route, d'accord, comment on peut tolérer ça. Deuxièmement, il y a des décisionnaires qui sont très hostiles, qui considèrent que ce foie malade n'est plus cachère en tant que tel. Deuxième problématique, c'est que le mode opératoire pour le gavage des oies, c'est assez brutal et ça perfore en réalité les organes. Donc les animaux sont très abîmés et donc plus cachères. Donc au niveau de l'abattage, normalement, on devrait se rendre compte qu'ils sont plus cachères, y compris sur des points qui ne sont pas forcément contrôlés, donc c'est très délicat. Donc il y a une probabilité qu'ils soient abîmés et pas vérifiés justement au bon endroit au bon moment. Et troisièmement, c'est la question de la préparation du foie gras. Vous savez comment ça se passe, il faut le griller mais à peine. Et donc vous avez dans la production cachère de foie gras, périodiquement, un conflit potentiel donc, entre le producteur et le surveillant rituel, à savoir le producteur qui dit « Oh là là, doucement, surtout, on ne m'occupe pas trop, le truc, on va me le bousiller, mon foie gras, il sera différent. Est-ce que c'est meilleur ou moins bon? Ça reste à voir. » Vous avez des grands chefs qui considèrent que le foie gras cachère est différent, certes, mais pour eux, il est meilleur, ils le préfèrent. Sachez-le. Deuxièmement, vous avez de l'autre côté le surveillant rituel, le chômeur, qui est là pour dire « Non, non, moi je dois absolument poursuivre un peu plus la criade. » Bon. Donc voilà pour cette petite passe d'armes fort sympathique, qui fait que vous avez des labels cachères qui refusent de labelliser le foie gras, par exemple, pour ces raisons que j'ai évoquées. Alors, sachez que dans le rite ashkénaze, on a encore l'habitude de rincer après la grillade. Alors ça, c'est pas très marrant, parce qu'une viande qui est toute chaude, qui est magnifique, qui est saboureuse, paf, la passer à l'eau ensuite, pour éventuellement la réchauffer, c'est un petit peu délicat. Autre question délicate dans laquelle je ne vais pas rentrer maintenant, mais j'en apporterai un complément. Là, je vous donne vraiment les grandes structures sur la question de la cachérisation. Par le sel ou la grillade, mais il y a des cas d'école un peu délicats. Par exemple, remettre à cuire à l'eau, par immersion dans l'eau bouillante, une viande qui aurait été grillée. Est-ce que c'est possible? Ou bien on considère que la grillade a enlevé un certain sang, que la cuisson aurait dépassé, savoir que la cuisson enlèverait davantage de sang que la grillade n'enlève pas. Donc je laisse ce débat théorique de côté, mais sachez que la question se pose selon les modes de préparation. Un dernier point néanmoins sur la cachérisation, il est chaudement recommandé d'utiliser pour tout ce que je viens de décrire, en tout cas essentiellement pour la salaison, des ustensiles spécialement dédiés, qu'on utilise pour rien d'autre, même si c'est à froid, même si c'est de manière occasionnelle, la précaution recommande d'avoir un matériel pour ça. Bien sûr, le souci est que c'est de moins en moins usité, et ce que je vous dis là, vous en avez peut-être une connaissance pratique théorique, mais qu'avec le temps, cela va forcément, au fil des générations, s'estomper, enfin forcément, parce que pour des raisons aussi de cache-route, c'est plus simple de tout cachériser à la production et de ne pas mettre le consommateur dans des contraintes et des difficultés théoriques et pratiques. Ça veut dire que pour le foie, si on a un barbecue, on cachera que le foie et qu'on doit avoir un barbecue que pour le foie. Si après on si on veut griller une autre viande, on ne peut pas. Si justement on peut. D'accord, ça fonctionne. Le barbecue, il n'a pas besoin d'être exclusivement pour le foie ou les viandes à cachériser. Et les ustensiles, genre la fourchette ou la... Alors on considère que ce qui est utilisé pendant la grillade n'est pas rendu non cachère. Parce que tout le sang est comme aspiré par le feu. Donc c'est possible. D'accord ? Il y a des débats là-dessus, évidemment, mais en théorie, c'est possible. Oui, mais quand on a un barbecue électrique, on met de l'eau en dessous. Donc après... Comment ? Dans les barbecues électriques, on met de l'eau dedans. Oui, bien sûr. Oui. Mais alors après, si après il y a de l'eau qui a coulé, le sang il coule dans l'eau. Après, j'explique le principe de la grillade, c'est que non seulement le feu est aspiré, Nour Hamish Av Sha'iv, le feu, la source de chaleur aspire le feu, c'est une image, aspire le sang, pardon, c'est une image, et en plus le sang est immédiatement consumé. D'accord. Donc voilà, c'est ces deux faits réfutés, d'accord, sang aspiré immédiatement consumé,
qui, mis ensemble, font qu'on peut d'une part mettre d'autres viandes avec, c'est pas un problème, et ne pas craindre ce sang qui arrive avec de la graisse. Et, par exemple, sur un fond d'eau, il est considéré comme déjà consumé, il n'est plus du sang. Donc il faut qu'il y ait du feu. Oui, voilà. La notion Une résistance fonctionne, ça marche aussi, c'est les mêmes conditions. Voilà, oui, Oui. c'est tout à fait similaire. Ouais. La petite ambiguïté, la petite difficulté plus qu'ambiguïté, c'est d'utiliser un couteau par exemple ou une fourchette pour piquer la viande, une viande non cachérisée par ailleurs ou un foie, alors que la cuisson n'est pas tout à fait terminée. Où là, comment dire, c'est un petit peu difficile. Et il est peut-être recommandé d'avoir pour cette manipulation-là des couverts spécifiques. Et encore, nous verrons. Ouais, en plastique ou autre. En plastique sur barbecue, je ne sais pas si c'est très recommandé ça. Bon. En fait, c'est la raison pour laquelle on peut trouver dans des boucheries cachères des viandes cachères ou des viandes à gris. Oui, exactement. Alors la présentation simple, ce serait dit voilà, viande cachérisée, ou bien viande non cachérisée, et là on cachérise comme on veut, ou bien viande destinée à la grillade uniquement, c'est-à-dire le foie en l'occurrence. D'accord. On verra après pour les organes comment on procède, comment on cachérise un cœur, comment on cachérise une rate, comment on cachérise de la cervelle, mais ça pour les fameux beignets de cervelle de nos grands-mères. Bon, tout ça c'est très très loin de nos modes de consommation. Vous voyez un petit peu comment ça a changé. J'imagine que vous imaginez mal justement servir une rate farcie comme ça se faisait il n'y a pas si longtemps, ou les tripes, ou bien toutes ces préparations. Ça a un petit peu passé, bien que ce soit parfois délicieux, mais ça, c'est plus exactement ce qu'on affiche sur nos menus familiaux. Je ne sais pas vous, mais moi c'est un peu plus rare. Moi je pensais même que la cervelle n'était pas cachère. Si, bien sûr. Il y a une façon de cachériser la tête, le crâne, la cervelle, qu'est-ce qu'on doit ouvrir, briser, etc. Et ça, je vous indiquerai au coup par coup. Un dernier point, ça me permettra de revenir sur ce qu'on a vu aujourd'hui, un dernier point qui concerne la congélation de la viande. Alors là, c'est un point difficile, enfin théorique, intéressant sur le plan de la théorie et même pratique. Est-ce qu'on considère que la congélation arrête le processus d'altération de la viande ou le prolonge? Je m'explique. Nous avons vu qu'une viande non cachérisée et non humidifiée pendant 3 jours, eh bien son sang sèche à l'intérieur et elle est réputée non cachérisable désormais, en tout cas pas par le sel. La question est de savoir si, après l'abattage, j'ai congelé la viande, ou la viande a été congelée par le producteur lui-même, et que des semaines plus tard, elle est décongelée pour être ensuite cachérisée par le sel, est-ce que c'est possible? La question s'est posée, par exemple, jusque je crois dans les années 80 en Israël, où on produisait la viande, comme c'est encore le cas aujourd'hui, en Amérique du Sud, au Brésil ou Argentine, et on n'avait pas l'équipement pour cachériser sur place, donc c'était congelé, conditionné, donc, et amené jusqu'en Israël, et les gens ou les distributeurs décongelaient et recachérisaient sur place. Alors ça donnait lieu à une polémique. Il y a eu les pros et les anti, les pros viande congelée, les anti viande congelée. Polémique qui s'est essentiellement résolue par l'équipement sur place, à savoir sitôt abattu, tout de suite cachérisé et ensuite congelé et conditionné. Oui, sinon ça sous-entend qu'on introduit de la viande non cachère chez nous, dans les congés. Non, ça veut dire que quand nous, consommateurs, nous recevions de la viande qui n'avait pas été cachérisée, qui a été congelée, eh bien on se retrouvait au cœur d'une polémique où les décisionnaires n'ont pas réussi à s'entendre. Certains considéraient que cette viande ne pouvait plus être cachérisée par le sel, mais seulement par la grillade. D'autres considéraient qu'une fois décongelée, on pouvait ensuite cachériser par le sel. Voilà, il y a eu ce débat, qui aujourd'hui est un peu derrière nous, et pour cause, puisque la distribution et la production de la viande cachère a beaucoup évolué, c'est moins amateur. Et donc pour le coup, sachez que cette question, ce débat théorique existe, et qu'à tout le moins, si un jour vous trouvez de la viande non cachérisée, parce que voilà, le boucher a pu vous en mettre à disposition, Paris ou certaines grandes villes de province, mais ça se raréfie, eh bien, si vous posez la question, est-ce que je congèle d'abord ou je cachérise d'abord, la préférence, ce serait cachériser d'abord,
à moins que vous ne souhaitiez destiner ça à la grillade exclusivement, auquel cas il faut l'inscrire quelque part, il faut que ce soit bien visible pour qu'il n'y ait pas d'erreur, tout simplement. La recommandation serait de tout cachériser avant de congeler pour faire simple et que les erreurs ne soient pas possibles, mais sur un plan théorique, même si ce n'est pas la précaution majeure, ou le conseil majeur à donner, on pourrait, en inscrivant bien destiné à la grillade, que s'appuyer sur les opinions qui de toute façon considèrent que congeler, ça arrête le processus et que les 3 jours se poursuivent après la décongélation, ou bien d'après ceux qui considèrent que c'est problématique, de toute façon c'était destiné à la grillade. Et donc on sort de toute façon, en ne faisant que la grillade, de la polémique. Voilà pour ce dernier point. Y a-t-il des questions sur tout ce que nous avons vu aujourd'hui? Alors c'était un peu technique, même si on a essayé de donner un peu de sens et une dimension spirituelle à tout cela. Y a-t-il des questions? Alors je vais voir s'il y a des questions ici. Non, il semble qu'il n'y a pas de questions. On peut griller le foie à même le gaz à la maison? À même le gaz, oui, avec une grille un peu au-dessus, oui, ça peut fonctionner. Oui. Le foie a l'habitude de de l'ouvrir en croix, donc un coup de couteau vertical horizontal pour un peu ouvrir la chair, et ensuite donc on peut le poser sur une grille au-dessus du feu, c'est possible. D'accord? Et le chalumeau, pareil, ça marche. Quoi, le chalumeau? On peut aussi prendre un chalumeau et faire griller le foie. Oui, oui. D'accord. Oui, c'est pas mal ça. Oui. Chalumeau, oui. Oui, j'avais jamais vu ça, mais pourquoi pas? C'est une technique. Là. Bien. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre patience. La prochaine fois, nous reprendrons, je donnerai quelques annexes à ce que nous avons développé maintenant pour en finir sur la question des viandes. Et puis au fur et à mesure, il y a d'autres questions qui reviendront. Donc ne vous inquiétez pas, ce registre ne sera pas tout à fait abandonné. Et nous aborderons la question plus confidentielle pour le grand public des critères concernant les denrées issues du règne végétal. Car il y a aussi quelques sujets qui pourraient paraître inédits. Donc vous en saurez plus la semaine prochaine. Est-ce que jusque-là, on a tenu nos engagements sur la dédramatisation? Est-ce que ce que nous avons vu ici vous paraît dramatique ou gérable? Petit sondage d'opinion. Non, ça va, c'est gérable. C'est gérable. Ça va. Non, ça donne un aperçu sur le processus D'accord. que je ne pensais pas. Très bien. Donc C'est ça vous a, rassurant, oui, ça vous c'est a rassurant, rassuré et ou puis, angoissé, je veux dire autrement? Non, il y a des explications sur le pourquoi des choses, les techniques, tout ça. Donc non, c'est plutôt rassurant D'accord. et ça fait réfléchir. Tant mieux, tant mieux. C'est bien. Est-ce que vous partagez ce constat très aimable ou bien vous le démentez? Oui? Ça va. On vote alors, c'est bien. Merci. À l'unanimité. Merci à vous. Merci à vous. Bon appétit sur ce. Vous aussi.